Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans votre chaîne Just Cause TV. Aujourd'hui, dans votre émission La Voix de l'élite, nous avons pour invité M. Touré Mamadi. Chers téléspectateurs, M. Touré Mamadi est un étudiant à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'île 2. Aujourd'hui, M. Touré Mamadi, diplômé en Master 1 en droit public, est en train de faire des efforts pour continuer dans cette option en Master 2 droit public des affaires. Bonjour M. Touré Mamadi. Bonjour. Pourquoi avez-vous accepté de faire des études juridiques? Je vous remercie M. Conté de l'opportunité que vous m'accordez de m'exprimer devant vos téléspectateurs. Il faut rappeler que depuis à bas âge, j'ai toujours été fasciné par le droit. Et à travers des émissions que je suivais à la télévision, j'ai en tête encore une émission particulièrement en Guinée, Jude Justice contre le droit, que je suivais régulièrement tous les dimanches avec le journaliste talentueux Abdoulaye Diallo, que je salue ici. Donc cette émission m'a quand même permis de m'imprégner de droit à bas âge, d'aimer que le droit c'était en tout cas pour moi très passionnant. Et cela n'a pas changé au fil du temps et ça, au contraire, ça a augmenté au fur et à mesure de mon évolution scolaire. Donc dès le collège, je me dis pourquoi pas faire le lycée en sciences sociales, qui à l'époque je pensais que c'est juste la seule voie qui me permettrait d'accéder à la faculté de sciences juridiques. Sachant qu'en Guinée, pour intégrer le droit, il faut qu'il y ait une connaissance sociale, ce qui n'a pas de cas ici en France. Donc je fais les sciences sociales, puisque j'ai même beaucoup de sciences d'intervention, tous ces grands ingénieurs, Victor Hugo, Baudelaire, tout ça. Donc j'ai quand même, je suis bien cohérent par rapport à mon projet d'études. Aujourd'hui, vous venez de terminer une étape très décisive et très importante de votre parcours académique. Vous êtes diplômé en Master 1 droit public à la faculté de l'île 2, qui est d'abord l'une des prestigieuses facultés juridiques ici en France. Au terme de l'obtention de ce premier diplôme, qui n'est certes pas négligeable, quelles sont vos ambitions pour l'édification du continent africain et particulièrement pour la Guinée? La question est quand même un peu délicate, mais modestement je peux quand même essayer de vous répondre. Personnellement, je ne pense pas que ma modeste contribution pourrait changer quelque chose de significatif dans la chose, mais quand même je vais apporter mon grain de ciel selon mes compétences pour aider mon pays à quand même avancer sur un certain nombre de domaines, notamment juridiques. Comme vous l'avez rappelé, j'ai quand même un parcours de juriste, de droit public notamment. J'ai obtenu mon DEC, ma licence, mon master ici à l'UNICI. Donc cela me permet quand même d'acquérir un certain nombre de connaissances essentielles pour apporter mon grain de sel dans l'utilisation d'une Guinée de droit, où le droit règne en maître absolu à la place de la force. Et je voudrais juste rappeler que sans justice, il n'y a pas d'état de droit, il n'y a pas de démocratie. La démocratie est basée sur le droit. Le droit réside à la démocratie. Donc c'est pas le contraire. Donc pour moi, il est essentiel quand même que la règle, que le droit prenne la primauté sur toutes les règles de la société. C'est pourquoi comme projet dans le futur, je compte rentrer dans mon pays pour participer à cette éducation de Guinée où le droit règne en maître absolu. Quelles sont, en quelques mots, vos différentes visions par rapport au fonctionnement de la justice guinéenne? Par rapport au fonctionnement de la justice guinéenne, je voudrais quand même souligner que en Guinée, il y a en fait toutes les règles juridiques qui sont là. Il faut quand même le reconnaître. Ce sont toutes là les règles juridiques. Il faut juste les appliquer. Puisque quand la Constitution guinéenne consacre l'indépendance de la justice, dans les faits, tel n'est pas le cas. Puisque la nomination des magistrats n'est pas soumise à des contrôles. Le pouvoir nomme un magistrat quand il le veut, il le revoit quand il le veut. Ce qui ne peut pas être le cas dans une démocratie. Parce qu'il y a un conseil supérieur de la magistrature, qui est présidé par le président de la République. Tel est le cas aussi en France jusqu'à Sarkozy, qui a réformé après. Mais quand même, comme on a dit, vous le savez autant que moi, que les magistrats du siège sont inamovibles. Mais sauf qu'en Guinée, il n'est pas le cas. Demain, le président de la République, si un magistrat ne le plaît pas, il peut l'affecter quand il le veut. Donc si on appliquait le droit tel que c'est inscrit dans le texte juridique, la Constitution et d'autres organes juridiques, je pense que l'avenir n'aura pas de problème. Il faut juste les appliquer, ils ne sont pas appliqués. Quand la justice est indépendante, le pays va fonctionner. Quand la justice se sent soumise au pouvoir exécutif,
Là, il y a un problème dans la démocratie. C'est ça qui est un problème en Guinée. Ce n'est pas le problème des textes. Tous les textes sont là. Il faut juste les appliquer. Cette belliquescence de la justice guinéenne fait aujourd'hui que certains de ses fils, comme M. Mamadi Touré, s'est donné pour vocation de relever cet enjeu, ce challenge qui nécessite un sacrifice énorme. Quelles sont les solutions idoines qu'il faut mettre en place pour redorer l'image de la justice guinéenne? Je pense que d'abord, il y a un problème de conscience professionnelle. Il faudrait que les magistrats, d'abord, mettent en tête qu'ils sont indépendants, qu'ils ne sont pas les subordonnés du pouvoir exécutif. S'ils sont en tête, ça c'est d'abord un premier pas, c'est très important. L'indépendance d'abord est un problème psychologique. Si le magistrat pense qu'il est nommé au bon vouloir du chef et qu'il peut le revoquer quand il le veut à sa guise, ça, il doit travailler de façon indépendante. Mais quand le magistrat pense qu'il tire son indépendance d'un texte de loi qui est au-dessus du même chef de l'État, qui aussi est soumis à ses lois, à ses règles de droit, dans ce cas, il pourra faire correctement son travail. Mais s'il a en tête que si je rends une décision qui va à l'encontre d'une volonté du président ou du chef, il va me revoquer l'endemain, c'est un problème qui se pose. Il faut que d'abord, que les magistrats sachent qu'ils sont indépendants, que leur indépendance a comme source la Constitution qui régit le fonctionnement de l'État. Deuxièmement, il faudrait que le pouvoir exécutif aussi donne les moyens à la magistrature d'être indépendant et d'exercer dans la plus grande indépendance les fonctions qui sont les siennes. Et ça, c'est ça le problème. Il faut définir les rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Une fois que ça s'est réglé, on va faire un grand pas vers la démocratie, vers l'état de droit. Vous venez de nous parler de la séparation des pouvoirs. Une idée, un principe qui a été institué par Montesquieu dans l'esprit des lois. Il faut que par la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir, disait Montesquieu. Le continent africain, pour nos téléspectateurs, il faut le rappeler, est l'un des continents qui aujourd'hui regorge de nos potentialités. Mais le continent africain reste tout le contraire, le paradoxe. Monsieur Touré Mamadi, en votre qualité de juriste, pensez-vous que l'impunité aujourd'hui puisse être bannie dans nos sociétés africaines afin de propulser le continent et particulièrement nos différents États individuellement pris? Merci M. Conté. Comme vous l'avez rappelé, le continent africain, il faut le rappeler, est le seul continent aujourd'hui qui a, je peux dire si je peux me permettre, échappé à la crise économique de 2008. Pendant que les pays occidentaux peinent à atteindre une croissance de 2%, ou en France c'est 0,1%, d'ailleurs certains pays sont en récession, le continent africain est le seul endroit au monde, à part l'Asie, à atteindre une croissance de 8% à 10% en la mer. Quand je prends des pays comme l'Éthiopie, comme le Ghana, comme le Nigeria, ce sont des pays qui ont connu une croissance exponentielle ces 3 dernières années. Et d'après les prévisions du FMI, la Banque mondiale, cette croissance va continuer crescendo dans les prochaines années. Donc seule l'Afrique a une prévision positive dans les années qui suivent. Mais il faudrait que cette croissance, tout le paradoxe de l'Afrique, c'est quoi? Cette croissance ne s'est pas sentie dans l'amélioration des conditions de vie des populations de cette population africaine. Et l'Afrique aussi a une population, 60% de moins de 25 ans sont en Afrique. Donc il y a une vaste ressource humaine qui est en place et des ressources naturelles qui sont sauvagement dispersées partout dans l'Afrique. Mais cela ne se sert pas dans la condition de vie des populations. Pourquoi ce paradoxe? Parce qu'il y a un problème. Tant qu'il n'y a pas de démocratie, tant qu'il n'y a pas de régime politique issu des urnes de façon transparente, on ne peut pas voir refléter sur la condition de vie des ressources. Parce que quand le dirigeant n'a pas été mal élu, eux qui viennent au pouvoir, ils savent qu'ils ne tiennent pas sa légitimité du peuple. Forcément, ils s'entourent des gens, des vautours, dont le seul objectif ou ambition, c'est de se rentrer les poches, de détourner la population civile. Donc il faut d'abord promouvoir une démocratie, un état de droit, et puis la population peut-être va aspirer à des changements significatifs dans notre quotidien. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour cela, il faut passer par le droit. Il faut que la société civile joue son rôle, qui est le sien. Il faudrait que cela a déjà commencé depuis un certain temps dans beaucoup de pays, comme la Guinée. Je rappelle que depuis les manifs de 2007, une société civile très bien en Guinée, qui joue son rôle, et qui a permis d'ailleurs en 2007 d'imposer au président Conté un premier ministre de consensus, même si ça n'a pas fonctionné après, mais qui a encore permis pendant la transition de Dadis d'imposer à Dadis aussi un premier ministre également. Donc la société civile quand même est en train de jouer un rôle très important. Il faudrait que la société civile continue sur cette lancée. C'est là peut-être le salut de l'Afrique viendra de là. Et au Burkina, on essaie de mettre carrément au Burkina aussi, donc de pouvoir de les comparer. Et donc c'est comme ça en Afrique. L'Afrique s'est réveillée. Sur le printemps arabe, quand même, a été quand même un déclic pour les pays africains. L'Afrique a été en marge du printemps arabe, mais je pense qu'il y aura sûrement un printemps Afrique dans les prochaines années qui suivent,
espérons en tout cas qu'il y ait un changement démocratique dans la paix, parce que en tant que juriste, je contre la violence sous toutes ses formes. Je peux voir mon pays comme ça que de voir la Libye ou la Syrie dans la cité. Donc, souhaitons qu'il y ait une transition démocratique dans la paix, dans la critique. Voilà ce que les autres. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous sommes avec M. Touré Mamadi, étudiant à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Lille 2. Il est diplômé en Master 1 en droit public. Actuellement, il est inscrit en Master 2 droit public des affaires. M. Touré Mamadi, vous avez parlé d'état de droit, vous avez parlé de la démocratie. Et quand on sait que l'Afrique, dans son ensemble, la majorité, reste quand même l'un des continents où l'état de droit n'est pas respecté, il est bafoué, la démocratie n'est pas du tout respectée. Quelles sont les solutions concrètes à mettre en place pour avoir une démocratie garantie? Pour une démocratie garantie, d'abord je tiens d'abord à rappeler qu'il n'y a pas de modèle de démocratie idéal dans le monde. Et on ne peut pas non plus importer la démocratie. On peut voir qu'en France, il y a un type de démocratie, on doit calquer ce modèle français pour l'appliquer dans un pays comme le nôtre en Guinée. La démocratie doit tenir compte des réalités de chaque pays. Pour cela, la démocratie doit être bâtie sur les réalités de chaque État, de chaque pays. Pour cela, pour un cas comme la Guinée, je pense qu'on peut bâtir notre démocratie à la guinéenne, mais pas forcément la démocratie française ou américaine. Parce que même les deux, ils disent que la démocratie française n'est pas la même que la démocratie américaine. Quand on parle du système judiciaire américain, ce n'est pas le même que le système judiciaire français, mais c'est plus des pays dits démocratiques. Donc, dans le cas de la Guinée, je pense qu'on pourrait tenir compte de notre diversité régionale, ethnique, tout ça, pour bâtir un état de droit qui tient compte de cette diversité. C'est très important, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui des nations guinéennes, étant donné la déchirure qu'on connaît depuis un certain temps en Guinée, les divisions entre les gens, mais quand même, je pense que s'il y a une conscience politique au niveau de l'élite guinéenne, on peut quand même bâtir un état de droit qui peut quand même regorger, ou qui peut quand même réunir sous une même bannière toute la population guinéenne dans sa diversité. Cela passe par une constitution qui tient compte de chaque région, c'est-à-dire favoriser la décentralisation des régions, parce que c'est très important, accorder une certaine autonomie à certaines régions, parce que l'autonomie n'est pas politique, bien sûr, l'autonomie d'un point de vue de décentralisation, en fait, les juriste ici ne pas démontrer. Donc cela peut soulager les populations, parce que quand une population comme Kilia ou comme Mamon a une certaine autonomie, une certaine compétence revient au conseil municipal, il peut décider en fonction des besoins de la population locale, qui n'est pas le même que le besoin de la population de Zéretouba ou de Kétébu. Cela peut quand même soulager les populations à gérer, parce qu'il y a quand même une certaine proximité avec la population, les réalités du pays, ils sont confrontés à problèmes quotidiens des populations, et le conseil municipal de la mairie. Donc ils peuvent gérer de façon efficace les problèmes de la population, plus que le gouvernement qui a formé des bureaucrates assis sur les kilomètres de la connectée, qui jonglent les quotidiens des populations, qui vont décider à leur place, sans d'abord évaluer les besoins de la population. Donc moi je trouve une certaine décentralisation en Guinée qui peut quand même favoriser beaucoup la démocratie et la stabilité. Quels sont vos projets au terme de votre étude? Comptez-vous rester en France? Comptez-vous aller en Guinée, dans votre pays qui a aujourd'hui besoin des juristes? Bien sûr que mon projet, bien sûr, c'est d'aller travailler dans mon pays, bien entendu. C'est pourquoi ma formation, comme vous l'avez rappelé, je suis juriste en droit pour des affaires, donc cela me permettra de... Parce que quand on parle de tous les barrières de fonds qui vont en Afrique, il faut le savoir, l'Afrique n'a pas des juristes, beaucoup de juristes en tout cas dans le domaine du droit des affaires, qui est une nouvelle branche du droit qui permet à l'État aussi, qui règle toutes les interventions de l'État dans l'économie, les entreprises publiques comme la SEG, les DG, Sotialimi, tout ça. La Sotialimi, quand on est en Sotialimi, est en faillite aujourd'hui, pourquoi? Parce que l'État ne sait pas gérer les entreprises publiques, l'État n'est pas un bon gestionnaire. Parce qu'on n'a pas de juristes dans le domaine. Si on avait des juristes qui pouvaient diminuer l'intérêt de l'État et l'intérêt des privés, et que l'État aussi s'en charge de non seulement avoir des ressources dans sa caisse, mais aussi offrir aux populations les besoins, aux services publics et la communication. Mais on a en cas de problèmes difficiles, on n'a pas pu gérer. La Sotialimi est en faillite aujourd'hui. Donc si l'État a recours aux barrières de fonds, c'est obligé de payer des experts, des juristes ici, à aller pour monter les contrats là-bas dans les pays sous-développés. Donc tout le reste, c'est la cause, parce qu'ils ne connaissent pas forcément la réalité du pays. Ils viennent avec leur vision européaniste, occidentaliste, ce n'est pas forcément celles qu'on a besoin ou celles qui sont conformes aux réalités. Donc mon ambition, bien sûr, c'est de définir un pays, c'est d'éviter tous ces cerveaux, toutes ces importations intellectuelles vers l'Afrique, afin que l'Afrique, bien entendu, puisse prendre son indépendance intellectuelle, culturelle et politique. Il faut que l'Afrique prenne ses indépendances intellectuelles, éviter la fuite de cerveau. Voilà ce que nous confie M. Touré Mamadi. Il compte, au terme de ses études, rentrer chez soi, apporter son savoir-faire et ses compétences pour le développement de son pays.
sa chère patrie, la Guinée. Chers téléspectateurs, encore une fois, nous vous remercions d'être nombreux sur votre chaîne Just Cause TV et dans votre émission La Voix de l'Élite. Nous remercions notre invité qui a accepté d'être aujourd'hui avec nous, M. Touré Mamadi. Le continent africain a besoin des fils de l'Afrique, tous et toutes ensemble pour une Afrique meilleure. À très bientôt.